Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. On arrive en fin d'année. Qui dit fin d'année, c'est les fêtes. Qui dit fin d'année dit foie gras et bilan. Arrête avec ton foie gras. Donc là, on va commencer par le bilan de la Ligue 1, d'accord? Si t'es chaud, on y va. Écoute, je suis prêt, hein. Je suis prêt, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. On va se regarder le classement tout de suite au bout de 17 journées en Ligue 1 pour constater que le Paris Saint-Germain est là où on l'attend. Hein, Ça te fait plaisir de dire cette phrase, j'ai l'impression. Aux avant-postes, voilà, 40 points en 17 journées. Ils font le boulot. Et un podium composé de Nice en deuxième position et Monaco en troisième position. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce podium? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre là depuis le début de saison? Ah, clairement pas. Je pense que celui qui dit qu'il s'attendait à avoir ce podium à ce niveau de la compétition ou du championnat, c'est un menteur. On est quand même en train de parler de deux équipes qui, l'année dernière, ont eu un peu plus de mal. Monaco finit 6e, juste, il n'est même pas européen. Et en ce qui concerne Nice, ils sont 9e, tu vois. Donc, les voir aussi haut depuis le début de la saison, franchement, c'est une belle surprise. D'autant plus que tu dis Paris, bon, Paris, c'est pas une surprise parce que Paris, depuis quelques années, à part il y a 3 saisons où c'est Lille qui prend le championnat, on est un peu habitué. Là, Nice nous fait un début de saison incroyable. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Hein. C'est quand même quelque chose. Et on a Monaco derrière aussi qui, au final, se débrouille pas mal. Tu vois, Monaco qui arrive comment dire, à maintenir la cadence parce que, ok, Paris est premier, mais il n'y a pas tant que ça d'écart en fait. Écoute, pour moi, effectivement, tu l'as dit, ce podium, il est inattendu. Après, effectivement, quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que, bon, déjà Nice, ils ont un projet qui est quand même plutôt solide depuis quelques années, depuis l'arrivée d'Ineos. Ça travaille énormément, ça a beaucoup recruté, il y a beaucoup plus de moyens à Nice. Donc aujourd'hui, on attend quand même de Nice, même si on les attend pas sur le podium, on attend quand même d'eux qu'ils soient minimum européens. Donc c'est pas non plus une énorme surprise. Après, c'est vrai que là, ils repartaient sur un nouveau cycle avec leur nouvel entraîneur Farioli. Et on pensait vraiment pas qu'ils allaient avoir une telle solidité, notamment défensivement. Défensif, ouais. Donc effectivement, les voir à cette position-là de dauphin du PSG, c'est surprenant, ça c'est vrai. Après, pour ce qui est de Monaco, pour moi, depuis l'arrivée de QSI, Ouais. et donc l'arrivée aussi des Russes à Monaco, c'est l'équipe la plus régulière avec le PSG. Il faut le dire, c'est l'équipe qu'on retrouve le plus systématiquement sur le podium. Alors l'année dernière, effectivement, ça a été un peu plus compliqué. Il termine quand même 6e. Mais globalement, voilà, sur les 5 dernières années, ils sont régulièrement sur le podium, Monaco, il faut dire la vérité. Et donc, les trouver là aujourd'hui, d'autant plus avec un projet comme ça qui est solide, amené par Adi Hütter, le nouvel entraîneur cette année, avec une équipe vraiment tournée vers l'offensive, avec un gardien pour moi qui est bien meilleur que celui de l'année dernière, avec aussi des individualités en attaque. On avait fait l'inventaire hein, de cette attaque monégasque lors du match contre l'Olympique de Marseille. On a vu effectivement l'armada qu'il y avait. Clairement, pour moi, c'est pas du tout une surprise de les avoir sur le podium. Et moi, en début de saison, je t'aurais bien vu une équipe comme Marseille les accompagner, mais clairement pour moi c'est les trouver dans le top 4, c'est pas du tout étonnant, clairement. Justement, là tu viens de dire que pour toi tu aurais plus vu une équipe comme Marseille les accompagner. Moi j'ai envie qu'on parle un peu justement des surprises et un peu des déceptions de ce début de saison. Moi en surprise typiquement j'ai le Stade Brestois et Reims, hein. Reims notamment les hommes de Will Steele qui continuent vraiment sur cette lancée là depuis l'année dernière qu'il a repris l'équipe. Reims nous impressionne. Là, aujourd'hui, on a un Reims qui est 8e, qui fait déjà mieux que l'année dernière. On a le Stade Brestois. Alors, eux, ils sont 4e à 2 points seulement de Monaco. Et moi, je trouve que ça fait du bien à la Ligue 1 pour le coup, de voir de nouvelles équipes comme ça venir essayer de faire des choses. Donc, pour moi,
Moi, je trouve que c'est une bonne surprise, ces deux équipes. Ces deux équipes, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Clairement, Reims, bon, ils continuent sur leur lancée de l'année dernière avec Will Steele, voilà, qui apporte ce vent de fraîcheur. On l'a dit, bon, après, sur les derniers résultats, c'est un peu moins bien pour les Rémois. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent 8e aujourd'hui. C'est ça. Ils ont une victoire et 2 défaites. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'est un petit peu moins bien en ce moment, mais globalement, on peut être satisfait qu'on est Rémois, je pense, du classement. Ouais. Après, effectivement, Brest, tu l'as dit, voilà, grosse surprise à la 4e place. Moi, je voudrais mettre en valeur l'accent sur le travail qui est fait au Havre avec Mathieu Bodmer, notamment, qui vraiment a réussi sa transition entre la Ligue 2 où ils ont survolé le championnat et la Ligue 1. On sait qu'il y a un gap énorme et je trouve que voilà, ils n'ont pas tout bouleversé. Ils ont gardé notamment leur leader en défense, les Sanganté, les Lloris aussi, qui sont des joueurs jeunes mais des leaders qui ont été des leaders en Ligue 2. Ils ont su les garder. En même temps, ils ont amené de l'expérience de la Ligue 1, notamment avec un Mohamed Bayo, par exemple, en attaque, qui leur permet justement de pouvoir bien concourir en Ligue 1. Donc, tout ça a été fait très simplement, voilà, juste par touche, en fait, et ça leur permet de bien figurer parce que, du coup, là, ils sont 11e avec le résultat négatif d'hier soir, mais voilà, en tout cas, ils arrivent à se maintenir dans le ventre mou de ce championnat en venant de Ligue 2. C'est pas chose facile. Et surtout que tu vois qu'ils sont devant des équipes comme Montpellier, ou encore comme Nantes, ou encore comme Lyon. Hein. Je pense qu'on va passer directement du coup aux déceptions de ce début de saison. Pour ma part, Lyon en fait partie. Vraiment, je ne comprends pas comment une équipe qui a pu truster le haut du championnat pendant de si longues années, qui a même été largement dominateur à l'image du Paris Saint-Germain depuis les années 2010, peut autant s'écrouler. Je pense que ça résulte aussi de la mauvaise gestion du club, notamment avec le départ comment il s'appelle, de Jean-Michel Aulas, merci. Le constant roulement entre entraîneurs, directeurs sportifs. En fait, je trouve qu'il manque de la stabilité dans ce club et c'est pas normal qu'un club comme Lyon aujourd'hui est en train de se battre pour se maintenir en Ligue 1. Écoute, tu l'as dit, là, toutes les raisons que t'as invoquées, c'est les raisons qui font qu'aujourd'hui Lyon se retrouve dans cette situation. C'est très simple. L'année dernière, on avait Laurent Blanc qui est arrivé donc en cours de saison. Laurent Blanc, il permet quand même à cette équipe de l'Olympique Lyonnais, notamment en deuxième partie de championnat, de vraiment se réveiller. Et de terminer 7e. Ils terminent 7e. Je crois qu'ils sont 3e sur l'ensemble des matchs retour. Retour, exactement. Voilà, donc ils sont performants au niveau des points. Après, effectivement, il y avait toujours à redire sur le jeu, mais ça prenait les points. Et le virer comme un malpropre au bout de quelques matchs au début de cette saison et venir mettre un entraîneur inexpérimenté, bah forcément ça crée ce genre de déséquilibre. Moi, je suis désolé. Quand tu vois effectivement là ce qui s'est passé avec Grosso, tu peux pas venir en fait en Ligue 1 mettre un entraîneur aussi inexpérimenté pour lui demander en fait de te sauver. C'est une erreur incroyable et ça, pour moi, c'est une erreur directement qu'on peut imputer à John Textor. À la direction, oui. Voilà, c'est lui qui fait ce choix-là et ça, pour moi, c'est un mauvais choix d'avoir fait ça. Après, voilà, ils ont réussi par l'intermédiaire justement de Pierre Sage à remonter un petit peu la pente. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite. C'est quand même assez exceptionnel de voir qu'on est à la 17e journée et Lyon n'avait gagné qu'un seul match. Non, c'est incroyable. Là, maintenant, ils ont 4 victoires, mais c'est pas normal pour une équipe de ce standing-là. Et comme tu dis, la gestion du club est catastrophique. Je suis désolé, depuis le départ de Aulas. Déjà, sous Aulas, vers la fin, c'était un peu compliqué, mais ils arrivaient quand même à faire des résultats. Mais là, c'est plus que catastrophique. Ramener des entraîneurs qui n'ont aucune expérience et pour essayer de relever le club, c'est pas normal. C'est une mauvaise erreur. Là, clairement, il faut des entraîneurs qui connaissent la Ligue 1 et qui t'amènent les résultats, tout simplement. Après, effectivement, tu construis un projet à moyen ou long terme, mais pour l'instant, l'urgence, c'est de prendre des points.
Là, c'est ce qu'ils arrivent à faire avec les 3 victoires consécutives. Bon, ça leur permet quand même de sortir de la zone rouge oui. avant la trêve, donc c'est plutôt positif. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus il y a un mois encore. C'est vrai, donc c'est plutôt positif. Une autre déception de ce début de saison, pour moi, je pense aussi de l'Olympique de Marseille, parce que je pense que on les attendait un plus haut classé, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, on attendait des meilleurs résultats de Marseille, avec notamment leur recrutement. On s'attendait à ce que Marseille joue le podium, et soit deuxième ou troisième. Aller chercher Paris, c'est peut-être encore trop tôt et compliqué. Mais est-ce que pour toi, c'est c'est une déception de voir Marseille à cette 6e place du championnat aujourd'hui? Écoute, pour moi, ils ont réussi à quand même redresser la barre en termes de points. Là, ils sont toujours dans le coup, clairement. Ils peuvent toujours atteindre leurs objectifs en fin de saison, qui est clairement de jouer le podium. Hein. Voilà, c'est l'objectif, jouer la Ligue des Champions. D'ailleurs, il y aura potentiellement une 4e place qui peut être synonyme avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Et quand je pense que ça critiquait la Super League, bon. En tout cas, Marseille, effectivement, c'est quand même décevant ce qu'ils ont proposé depuis le début de la saison. Bon, on a vu tout le mélodrame autour de Marcelino, son départ, etc. Je pense que ça n'a pas du tout aidé. Des prises d'otages, Exactement. Ça a été très compliqué. Là, Gattuso, il arrive, il met en place son nouveau système. On voit qu'au départ, il voulait plutôt jouer avec un système à 4 derrière. Ça n'a pas forcément fonctionné. Là, il revient un petit peu à ce qui se faisait les dernières années avec Tudor et Sampaoli, c'est-à-dire une défense à 3. Oui. Et là, on voit que ça fonctionne beaucoup mieux. L'association entre Aubameyang et Vitinha a aussi l'air de porter ses fruits. De commencer à marcher, oui. Voilà, on voit un Aubameyang qui est co-meilleur passeur du championnat. Avec Ousmane Dembélé. Avec Ousmane Dembélé. Donc, voilà, il y a des signes encourageants quand même dans cette équipe. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner en deuxième partie de saison. Moi, je pense qu'ils vont monter un petit peu plus haut que ça. Après, pour jouer la Ligue des Champions, en revanche, là, ça peut être un petit peu plus compliqué. À voir quand même le comportement de Nice, parce que là, effectivement... Oui, c'est vrai que si Nice arrive à se maintenir, ça va être compliqué pour Marseille d'aller chercher cette place en Ligue des Champions. Pour moi, ils étaient un petit peu en sur-régime quand même, les Niçois, sur ce début de saison. Quand les défaites vont commencer à s'enchaîner, ça va être dur, en ce moment. Parce que Monaco, typiquement, ils sont habitués. Ils ont déjà l'expérience, donc je pense que Monaco va réussir à bien terminer la saison. Mais oui, comme tu le dis, Nice et Brest, voilà, ça va peut-être être compliqué. Ça va peut-être être compliqué, donc à voir comment ça se passe et ils pourront peut-être en profiter. Il y a une autre équipe dont tu veux parler avant qu'on enchaîne sur la prochaine rubrique, Lens par exemple. Ouais, Lens qui a connu un début de saison qui a été compliqué en termes de points, j'entends. Parce que dans le jeu, moi j'ai trouvé toujours que dans le jeu c'était plutôt positif. Je pense que la Ligue des Champions, pour le coup, là où ça peut inhiber certaines équipes, là ça les a plutôt aidés justement à sortir de l'eau également en championnat, la tête de l'eau en championnat. Là effectivement, je trouve que au niveau du jeu justement c'est un peu moins bien. Justement, on l'a vu contre Séville en Ligue des Champions où ça gagne, mais ils se font dominer absolument tout le match. Voilà. On l'a vu également lors du dernier match, c'était contre Reims, justement, où ils gagnent à domicile. Mais pareil, ils sont dominés, c'est seulement une erreur individuelle qui leur permet de gagner le match. Donc, pour moi, une 7e position, c'est conforme à là où on les attend, hein, plus ou moins. Ils peuvent se battre encore pour les places européennes. Donc, pour moi, ils sont dans les clous au final en termes de points. Moi, je voulais peut-être revenir aussi sur... le bas du classement. Le bas du classement, voilà, avec les 3 relégables actuels que sont Toulouse, Lorient, Clermont. Et Clermont, Moi, à titre perso, je pense que c'est pas forcément les équipes sur lesquelles j'aurais parié en début de saison. Qui seraient en bas du classement, surtout Clermont, qui avait fait une bonne saison l'année dernière. Clermont, qui a terminé, je crois, 8e. Ouais, 8e l'année dernière, en fin de saison dernière. Clermont qui toujours dégage vraiment énormément d'assurance dans le jeu. On a vu notamment le match cette saison contre le PSG, contre le PSG où ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe parisienne. Ils méritent pas d'être là pour moi. Ils méritent pas d'être... ce qu'ils proposent sur le terrain, ça vaut pas une 18e place de Ligue 1, clairement. Après, les points, il faut les prendre en Ligue 1. C'est ça. Quand tu regardes là leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 nuls. Tu vois, c'est difficile. Il faut prendre les points, mais je pense qu'ils ont l'avantage aussi de savoir le faire. C'est-à-dire que Clermont, c'est une équipe qui est conditionnée pour jouer le maintien.
ils savent pourquoi ils sont là. Donc, je pense qu'ils vont remonter. Hein, ils vont remonter, ils sont pas loin. Après, je suis un petit peu plus inquiet. Par contre, pour les deux équipes là, Toulouse et Lorient. Toulouse et Lorient. Où là, effectivement, déjà, on a une équipe de Toulouse qui l'année dernière, était impromue, s'est très bien maintenue, sous la houlette de Philippe Montagnier. Il termine le championnat à 13e place. À la 13e place, exactement, avec une Coupe de France en prime. Là, cette saison, ils ont viré Montagnier pour des raisons encore obscures. Ils font confiance à son adjoint. Et aujourd'hui, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors effectivement, il y a ce bon parcours en Europa League qui leur permet justement de confronter des équipes comme Liverpool. Voilà, ce match que tout le monde a vu et qui leur a permis vraiment de sortir la tête un petit peu de l'eau de leur quotidien. Mais c'est vrai que voilà, en championnat, ils ont énormément de mal. Je pense que clairement, c'est pas l'homme de la situation. Hein. Martinez Novel, il manque trop d'expérience en fait. C'est sa première expérience sur un banc. Je pense que c'est très compliqué. Et pour moi, il faudra quelqu'un qui connaît la Ligue 1. Hein. Toulouse, ils aiment bien un petit peu tout ce qui est data, etc. Mais à un moment donné, il faut parler vrai, faut parler, voilà, on parle football, on parle terrain. Donc, je pense que là, il va vraiment leur falloir quelqu'un qui sait faire ça. Tu vois, un petit Pascal Duprat, tu vois, qui sait faire ça, tu vois, parce que sincèrement, spécialiste de la Ligue 1. Il faut ça. Spécialiste de la Ligue 1. Clairement, c'est ce qu'il leur faut. Je te le dis. Pour moi, s'ils ont pas ça, un entraîneur comme ça, ils se sauvent pas. Je te le dis. Et par contre, Lorient, pour le coup, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Déjà, effectivement, je suis très surpris de les voir à cette position-là, par rapport à ce qu'ils ont proposé, par rapport notamment à leur recrutement. Bon, on pensait effectivement qu'un Benjamin Mendy pouvait apporter, toute son expérience. Peut-être qu'il a apporté son expérience dans d'autres domaines. C'est pas. Bon, en tout cas, voilà, pour Lorient, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on sait qu'il y a eu aussi le psychodrame en début de saison où l'entraîneur voulait partir après sa très bonne saison dernière. On le retient un petit peu contre son gré et forcément là ça pose problème. Donc voilà, à voir si Lorient aussi peut se maintenir, mais je suis moins optimiste pour Toulouse et Lorient que pour Clermont. Je pense qu'on a terminé sur le classement. On va passer maintenant sur les tu as parlé tout à l'heure d'Ousmane Dembélé qui était co-meilleur passeur. On va passer sur les statistiques des joueurs dans cette première partie de saison, notamment sur le classement des buteurs en premier. On voit que Kylian Mbappé est premier avec 18 buts et que son second, Wissam Ben Yedder, est deuxième avec 8 buts. Le troisième, c'est Alexandre Lacazette avec 7 buts. L'écart est quand même immense. C'est-à-dire que quand tu regardes le nombre de buts de Kylian Mbappé par rapport aux autres, tu as l'impression qu'il survole ce championnat. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est un peu trompeur au vu du niveau de jeu que Kylian a affiché en première partie de saison. Oui, c'est vrai que déjà, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que ce soit un Wissam Ben Yedder, un Cor Adams ou même un Alexandre Lacazette, ils ont des circonstances atténuantes pour avoir des stats aussi basses. On a un Wissam Ben Yedder qui est même pas tout le temps titulaire dans son équipe de Monaco. Et qui arrive quand même à performer quand il rentre. Et puis on a deux équipes aussi, que ce soit Montpellier ou Lyon, qui performent pas en fait, Là, Lacazette, il a fait ses stats avec les derniers matchs et les oui, mais des triplés. Voilà, c'est ça. Il fait ses stats là-dessus. Sinon, donc effectivement, dans ces conditions, c'est très compliqué d'avoir des buteurs qui performent et qui puissent titiller un petit peu Kylian. Après Kylian, statistiquement, il fait une saison incroyable. Voilà, 18 buts en 17 journées, c'est juste stratosphérique ce qu'il fait. Après, tu l'as dit, dans le jeu, ça pose vraiment question. Moi, je serais moins inquiet sur ce qu'il nous propose en Ligue 1 dans le jeu, dans la mesure où, forcément, quand tu domines autant, quand tu sais qu'il t'en faut peu, et il l'a dit lui-même, il n'a pas besoin d'être bon pour marquer, forcément, ça va venir impacter ses prestations. Moi, là où je l'attends, et j'attends qu'il fasse le nécessaire, notamment dans le jeu, c'est en Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions, je suis désolé. On n'est pas à la Ligue des Champions, on parle de Ligue 1. Concentrons-nous sur la Ligue 1. Après, moi, je te parle de la Ligue 1 en te disant, il n'a pas besoin de faire plus pour marquer ses buts et pour faire ses stats. Voilà. Donc, voilà, si tu veux ma réponse, oui, je suis satisfait de Kylian en Ligue 1 parce que, et hier, c'est le symbole parfait de sa saison jusqu'ici,
Première mi-temps totalement foirée et deuxième mi-temps une heure où il fait n'importe quoi. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut dire les termes. Une heure où il fait n'importe quoi. Et après, patatras, voilà, il nous met un but exceptionnel. Voilà, donc ça c'est Kylian. En Ligue 1, j'ai envie de te dire, ça passe. Dans d'autres compétitions, je vais pas la citer parce qu'apparemment j'ai pas le droit. Et bah, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai. Et on va parler aussi du classement des meilleurs passeurs, du coup. Est-ce que toi, tu es un peu surpris de voir Ousmane Dembélé truster le haut du classement? Bah, écoute. Étant donné le nombre de matchs qu'il a joué aussi. En fait, c'est ce que j'allais dire. Ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de matchs qu'il a joué. Parce que même s'il est un petit peu en dessous en termes de minutes disputées par rapport à ses concurrents, franchement, sa régularité, ne serait-ce que physique, elle m'étonne. Franchement, il a pris part à énormément de matchs en Ligue 1. C'est pas forcément ce qu'on a entendu quand il est arrivé. Hein. Après, là, il a une petite blessure, là, il me semble. Il a une alerte aux ischios. Ça commence. Après, voilà, pas de risque pris. Là, il y a la trêve pour se refaire un petit peu. Il va y avoir le Trophée des Champions. Il va y avoir la Coupe de France. Donc, il a le temps un petit peu de se remettre avant là où on va l'attendre. Mais effectivement, je suis très, très surpris de sa régularité, ne serait-ce que dans la présence. Après, sur le fait de le trouver là, bah, quand il joue, il est performant. Ousmane Dembélé, là, sur les derniers matchs, il est encore plus performant. C'est vraiment devenu le dynamiteur numéro 1 de cette équipe. Et moi, je suis pas du tout surpris de le trouver là, en première position du classement des passeurs. D'ailleurs, il y a Sotoka et Pierre-Emerick Aubameyang qui l'accompagne. Est-ce que toi, tu es satisfait du début de saison d'un Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple? Non. Je vais pas mentir. Non, moi, je suis pas comme toi. Je vais pas par quatre chemins. Moi, je suis pas. Non. Parce que je suis désolé quand j'apprends en début de saison qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive à Marseille. J'attends largement mieux de lui. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'attends pas qu'il fasse des statistiques à la Kylian Mbappé, mais j'attends qu'il porte cette équipe-là. Et jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'on parle de Ligue 1 et qu'on n'a pas envie de parler des compétitions européennes, mais je suis désolé, l'élimination de Marseille en phase de qualification pour la Ligue des Champions, c'est aussi pour sa pomme. C'est-à-dire qu'il doit être décisif à ce moment-là et il ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en Ligue 1, c'est la même chose. J'attends beaucoup plus de Pierre-Emerick Aubameyang. Après qu'il soit dans les meilleurs passeurs, c'est une bonne chose. Mais moi, c'est pas dans ce classement-là que j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir dans le classement des buteurs. Après, Aubameyang, en fait, l'Aubameyang qu'on attend, c'est le Aubameyang qu'on voit depuis les derniers matchs. En fait, c'est celui-là qu'on attend, c'est celui-là qu'on a envie de voir, qui sait marquer des buts, qui sait faire des passes décisives. Voilà, c'est ce Aubameyang qu'on attend et on va voir justement si sur cette deuxième partie de saison, il va confirmer les promesses qu'il est en train de nous donner là sur les quelques matchs qu'il a fait. Moi, j'ai envie de faire un petit truc qui n'était pas prévu, hein. J'avoue. On va se lancer sur des petits pronos de fin de saison sur le podium du moins. Sur le podium. Toi, tu vois qui sur le podium de Ligue 1 à la fin du championnat? Écoute, moi, personnellement, je vois Paris. Oui. Je vois Monaco. Oui. Et grosse cote, je dirais Lille. Ok. C'est la grosse cote. Ok. Parce que moi, personnellement, les deux premières places, je suis d'accord avec toi. Je vois Paris, je vois Monaco. Et en troisième, je pense que Marseille va remonter. Voilà. Je pense que je vois Paris, Monaco, Marseille. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu veux tenter le prono des relégables? Est-ce que tu veux le tenter? Le prono, non, c'est beaucoup trop compliqué. J'avoue que c'est beaucoup trop compliqué. Clairement, déjà, j'ai envie de te dire, je pense que Clermont on fera partie des relégables. Moi, je pense. Hein, t'as été dithyrambique sur leur manière de jouer et tout, mais je pense que clairement, ça va descendre. Allez, voilà, ça va en Ligue 1. C'est mon seul prono. Écoute, moi, je te dis que Clermont ne descend pas. Je te dis que Clermont ne descend pas. Je suis beaucoup plus inquiet pour Toulouse et Lorient, voire Metz aussi. C'est vrai qu'il y a Metz aussi qui est pas loin. Voilà, qui est pas loin, qui a énormément de mal offensivement. Voilà. Donc, je pense que ça sera une des trois équipes qui sera dans les deux relégables. Après, bon, le barragiste, de toute façon, il se sauve tout le temps. Donc, j'ai envie de te dire. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @ le replay foot. Vous nous dites un petit peu ce que vous avez pensé de cette première moitié de saison en Ligue 1, ce que vous voyez dans la deuxième partie. Ouais. Et puis, on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao.